Ces images ne sont pas issues d'un film de science-fiction ou d'un film catastrophe. Elles ont effectivement été tournées en 2011. Nous sommes au cœur de l'Europe. Les arbres de cette forêt sont morts. Une forêt qui s'étend à perte de vue. Est-ce qu'un jour, toutes les forêts européennes seront logées à la même enseigne si les prévisions les plus pessimistes sur le réchauffement climatique se réalisent? Mais au fond, que savons-nous de l'avenir? Est-ce que nous comprenons seulement comment la nature fonctionne? Allons-nous assister à la mort de la forêt, suivie par celle de l'espèce humaine? J'ai décidé de me mettre en route, de partir à la recherche de réponses. Mais pour bien envisager l'avenir, il faut d'abord comprendre le passé. Mes recherches commencent donc au début des années 80. J'avais une vingtaine d'années à l'époque. Et je m'en rappelle très bien, la population allemande avait eu très peur. Au début des années 80, la population descend dans la rue. Les gens sont inquiets, paniqués. En Allemagne, les forêts se meurent. Une réalité inévitable, semble-t-il. La faute à qui? Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, à nous qui désirons tellement le progrès et le confort. Seulement, le développement économique s'est fait aux dépens de l'environnement. Maintenant, nous assistons impuissants à la mort de nos forêts. Il ne nous reste plus qu'à les enterrer dignement. Nos grands décideurs politiques sont eux aussi choqués. Tellement choqués qu'ils appellent vraiment les choses par leur nom. Nos forêts se portent mal, très mal. Nous commençons tout juste à mesurer l'étendue des dégâts. À l'époque, même le président de la République fédérale était monté au créneau. À l'occasion d'une marche en forêt fort médiatique, Richard von Weizsäcker essaye de sensibiliser ses concitoyens à ce problème, tente de leur donner du courage. Nous devons traiter la nature avec respect, la protéger. C'est la condition sine qua non pour que la nature nous permette de continuer à vivre sur cette terre. Une catastrophe qui secoue l'Europe entière, à tel point que la langue française s'enrichit d'un mot supplémentaire, emprunté directement à l'allemand, le Waldsterben. Et le chancelier Helmut Kohl exhorte son ami François de faire quelque chose pour l'aider à lutter contre le Waldsterben, qui menace l'avenir de l'humanité. Nous sommes dans le sud-est du Bade-Wurtemberg. 30 ans ont passé depuis l'époque du Waldsterben. Ici, tout semble aller pour le mieux. Mais comment est-ce possible? Est-ce que les réactions, les mesures prises à l'époque ont permis d'inverser la tendance? Rudi Holzberger est un enfant du pays. Il se sent vraiment chez lui dans ces forêts. Et pourtant, au début des années 80, tout semblait perdu à jamais. Pour nous, c'était une catastrophe. J'étais convaincu que ces forêts, mes forêts, allaient mourir. Puis, quelques années plus tard, pour Rudi Holzberger, la peur se transforme en scepticisme. Le jeune docteur en agronomie et sciences des médias commence à s'interroger sur les origines de ces scénarios catastrophes. Autrement dit, d'où vient donc ce phénomène du Waldsterben? Novembre 1981. Cette couverture du Spiegel fait l'effet d'une bombe. Les forêts se meurent, le responsable, les pluies acides. Quelque temps plus tard, c'est au tour de l'hebdomadaire Stern de tirer la sonnette d'alarme en donnant franchement dans le catastrophisme. C'est le début d'une carrière médiatique sans précédent. Pendant de nombreuses années, le Waldsterben va être le sujet numéro 1 de la presse en Allemagne. J'ai pris un classeur au hasard dans mes archives. Le silence de la forêt. Rudi Holzberger a réalisé une étude détaillée de la presse nationale des années 80. Pour cela, il a épluché et comparé plus de 150 articles de l'époque. La presse regorge d'articles plus alarmistes les uns que les autres. Dans le Spiegel, on lisait par exemple, je m'en souviens encore, « Les forêts allemandes n'en ont plus que pour 5 ans ». 2 mois plus tard, le Stern avait surenchéri. Tout d'un coup, les forêts n'en avaient plus que pour 3 ans. C'était un peu comme au poker. Le Spiegel dit 5 ans, bon alors Stern dit 3 ans pour que ça soit plus spectaculaire. Et ensuite, tout le monde a pris la date de l'an 2000. L'an 2000, c'était une date qui marquait les esprits. On nous a fait croire qu'à partir de l'an 2000, l'Allemagne ressemblerait à la steppe russe.
Bien sûr, la télévision n'est pas en reste. Voici par exemple un film de 1985. Il porte le titre très symbolique de « Rapport sur les forêts en 2010 ». Dans les années 80, grâce aux nouvelles techniques de trucage vidéo, les forêts disparaissent sous les yeux médusés des téléspectateurs allemands en quelques clics. Mais en fait, quelle était la base scientifique pour de tels messages alarmistes? La base scientifique était assez mince. Il y a eu en 79 cette fameuse étude du professeur Ulrich, une sommité scientifique à l'époque. Il y avait aussi le professeur Schütt de l'université de Munich, un éminent botaniste, auteur de l'ouvrage « Comment se meurent les forêts ». À part ces deux scientifiques, on n'avait presque aucune source. C'étaient des scientifiques éminents et tout le monde a pris ces informations comme parole d'évangile. Pour le non-spécialiste, ces forêts pourraient sembler en bonne santé, mais les scientifiques ne sont pas de cet avis. Pour eux, ces arbres sont pratiquement déjà morts. Les dégâts sont énormes. 65 000 hectares de résineux en Bavière. En Rhénanie du Nord-Westphalie, plus de 70 000 hectares sont en danger. En Bade-Wurtemberg, 64 000 hectares d'épicéas sont gravement menacés. Le professeur Ulrich de l'université de Göttingen, expert en sylviculture, nous explique les raisons de ce bilan. Pour tous les scientifiques qui ont étudié le dossier, aucun doute n'est possible. Les forêts souffrent de la pollution de l'air, des pluies acides et de tous les facteurs annexes. La télévision permet au professeur Ulrich de présenter au grand public le phénomène de manière très pédagogique. Les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde d'azote et du dioxyde de soufre. Dilués dans l'eau de pluie, ces produits chimiques forment de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique qui se déposent dans les sols. Là, les acides dégagent des ions métalliques qui rongent les racines des arbres. Résultat, selon le professeur Ulrich, les arbres dépérissent. Je suis convaincu que la prochaine année, sèche et chaude, entraînera des dégâts importants et durables sur les forêts allemandes. Des dégâts importants qui peuvent déboucher sur une disparition de grandes parties de nos forêts. Il est à craindre que bientôt, environ 10% de nos forêts soient touchées. Un scénario catastrophe qui date de 1982. Voici à quoi pourraient ressembler les forêts allemandes dans quelques années. Ces images ont été tournées dans les forêts tchèques au début des années 80. À l'époque, la Tchécoslovaquie avait misé son développement industriel sur le lignite. D'énormes usines et centrales électriques crachent chaque jour leur fumée toxique. Mais peut-on vraiment transposer cette situation en Allemagne? Le professeur Ulrich avait-il vraiment raison d'annoncer un tel scénario catastrophe? Le professeur Heinrich Spieker est directeur de l'Institut de sylviculture de l'Université de Fribourg. Si l'on regarde ce qui s'est passé en 1947 et dans les années suivantes, on constate que la forêt a perdu beaucoup plus d'arbres que dans la période où le Waldsterben est passé sur le devant de l'actualité. Vers la fin des années 40, les problèmes étaient bien là. Les problèmes étaient graves, mais personne ne les a vraiment pris au sérieux. Alors, durant la seule année 1947, les forêts auraient perdu plus d'arbres que pendant toute la phase du Waldsterben? Un constat qui dérange sans aucun doute, mais pour les scientifiques, c'est devenu une certitude. Et alors, cette disparition des forêts n'était-elle qu'une vue de l'esprit? Une chose est sûre, les forêts ont beaucoup changé dans différentes régions allemandes. Les arbres étaient malades et ça se voyait. Pendant les années 50 et 60, les conditions climatiques ont été particulièrement favorables à la croissance des forêts. Pas de sécheresse, un temps relativement humide et frais dans de nombreuses régions. Alors les arbres ont pu profiter, leur croissance était supérieure à la moyenne. Et puis les années 70 ont amené plusieurs phases climatiques défavorables, plus sèches. Et il y a eu la pollution et d'autres facteurs aussi. Quoi qu'il en soit, la forêt a changé d'aspect, elle n'était plus aussi verdoyante. Mais de là à crier à la catastrophe, comme l'ont fait les médias... À l'époque, tout le monde a cru aux articles alarmistes des journaux et des magazines. Pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale, l'ensemble de la population faisait bloc pour une question importante. Les forêts se meurent et la politique doit enfin passer à l'action. Tout le monde s'était mobilisé. Jeunes et vieux, défenseurs de l'environnement, associations chrétiennes, associations folkloriques. Tout le monde était dans la rue pour sauver les forêts. Syndicats et propriétaires de forêts s'étaient unis pour combattre ensemble le Waldsterben.
Et la peur de voir disparaître les forêts franchit bientôt les frontières. Très rapidement, le Waldsterben domine l'actualité en France et en Europe. France 3, 1983. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Waldsterben est un mot de la langue allemande dont personne aujourd'hui n'ignore plus le sens. S'il en est ainsi, c'est que Waldsterben est intraduisible. Il n'est ni la mort de la forêt, ni vraiment son agonie. L'un et l'autre de ces deux événements ne se sont pas encore fort heureusement produits. Le Waldsterben au-delà des frontières. Tel est le titre d'un projet de recherche de l'université de Fribourg. Laurent Schmitt est historien. Depuis 2 ans, il étudie l'histoire du débat sur le Waldsterben en France. Le débat français a commencé fin 1983, donc en automne. Il y avait un expert allemand, Günter Reichelt, qui avait fait un voyage à travers toute la France et a constaté des dégâts forestiers un peu partout en France. Selon le professeur Reichelt, les Vosges seraient dans leur ensemble atteintes, pour l'épicéa notamment, à près de 50%. Si tout continue ainsi, tous les conifères seront morts d'ici environ 5 ans, et dans 10 ans, ce sera le tour des arbres à feuilles. Le message qu'apporte ce scientifique allemand n'est pas vraiment réjouissant. Et comment les médias français y ont-ils réagi ? En France, on constate que les grands médias comme Le Monde ou Le Figaro ont assez peu écrit sur ce problème du dépérissement des forêts. Mais en France comme en Allemagne, il n'était pas possible d'ignorer cette thématique. On a continué de voir ici et là des reportages critiques sur l'état des forêts françaises. Voici un exemple qui montre le dépérissement des forêts vosgiennes. Les dégâts sont très importants dans les Vosges. Il y a 6 mois déjà, certains élus constataient une aggravation. Une accélération incroyable. On connaissait la résistance des arbres et ça a surpris tout le monde de la vitesse à laquelle ces symptômes de dépérissement se font clairs et à quelle vitesse meurent les arbres. En France, le débat était beaucoup plus régionalisé, donc il y avait en Alsace un débat assez important, en Franche-Comté, donc dans les régions où il y avait des dégâts forestiers, alors que dans le sud de la France, c'était pas un problème important, il y avait là plutôt les incendies de forêt qui étaient importants et non pas le dépérissement des forêts. Le Waldsterben n'a donc pas fait la même carrière médiatique en France qu'en Allemagne. Et à l'inverse des Allemands, la nation française n'a pas été prise de panique face à ce phénomène. Et comment la classe politique française a-t-elle réagi face au phénomène du Waldsterben ? On remarque par exemple en France que les partis politiques ne reprennent pas vraiment le problème. Ça reste largement un débat limité aux experts et aux écologistes qui vraiment s'intéressent à ce problème. Au début des années 80, l'écologie n'avait pas encore le vent en poupe en France. En Allemagne, c'était très différent. Le thème de l'écologie était tellement porteur qu'il pouvait déclencher de véritables lames de fond dans l'opinion publique. Ce qui était assez intéressant, c'est que les Verts allemands étaient vus comme ceux qui portaient cette émotion dans le débat, qui étaient vraiment critiqués pour fonder justement le débat politique sur peur des émotions plutôt que sur des arguments économiques. En 1983, les Verts créent l'événement lors des élections législatives. Les 5,6% de voix qu'ils récoltent leur ouvrent les portes du Bundestag. Lors de leur première apparition au Parlement allemand, les Verts ne manquent pas de faire un geste symbolique. Au lieu d'offrir des fleurs au nouveau chancelier Kohl pour le féliciter de son élection, la députée Marie-Louise Beck-Oberdorf lui remet officiellement une branche de sapin desséchée. En signe de protestation contre la politique des conservateurs chrétiens-démocrates, les députés verts boycottent la prestation de serment du chancelier et quittent l'hémicycle. Déclaration officielle des députés verts au Parlement fédéral. Le chancelier Kohl et ses ministres sont responsables d'une politique qui,
Le député Gert Bastian lit une déclaration dans laquelle il qualifie d'irresponsable la politique de Kohl, qu'il s'agisse de la défense, des affaires sociales ou de la protection de l'environnement. Une politique qui génère des dangers sans précédent pour notre peuple. La catastrophe du Waldsterben, la pollution de l'environnement sont autant de signes avant-coureurs d'une catastrophe écologique majeure. Devant une telle vague de protestations, Helmut Kohl est contraint de prendre au sérieux le Waldsterben et la pollution. Dans son discours de politique générale, il promet des actions concrètes. Il convient de tirer le signal d'alarme devant les dégâts observés dans nos forêts. De même, la pollution de la mer du Nord et de la mer Baltique est effrayante. Nos concitoyens attendent de nous que nous agissions de manière efficace. Apeurés par les événements, les électeurs se tournent vers l'écologie. Le chancelier Kohl réagit en politicien responsable. C'est peut-être banal, mais c'est vrai. Le Waldsterben devient un dossier politique comme un autre. Helmut Schulz a dirigé pendant 4 ans le bureau de recherches écologiques du ministère fédéral de la Recherche. Bien sûr, quand c'est exploité comme ça dans l'opinion publique, ça devient un thème très porteur. Un thème que l'on peut exploiter pour sa propre politique. En tout cas, le plus important, c'était de montrer qu'on voulait prendre des mesures. Les scientifiques étaient unanimes, il fallait réduire le taux de pollution de l'air. Alors, le gouvernement d'Helmut Kohl agit. En 1983, il fait passer en force la loi sur la désulfuration des fumées, qui oblige d'équiper de filtres les centrales au charbon pour séparer les particules polluantes. Cette désulfuration des fumées est certainement une bonne chose, mais elle n'est pas le résultat du débat sur le Waldsterben. Elle n'est pas non plus une invention du gouvernement Kohl. En fait, ce projet de loi était déjà dans les tuyaux depuis longtemps. C'est dans les années 70 que le travail de préparation avait été réalisé. Dans les années 80, il ne s'agissait plus que de récolter les fruits de ce travail. Par contre, le gouvernement Kohl a bel et bien été à l'initiative d'un projet. Le bilan des dégâts sur la forêt en 1983. Un rapport compilant les observations de centaines de gardes forestiers. En comparant la densité de la couronne des arbres, les gardes forestiers doivent évaluer l'état de santé des forêts allemandes. Arbre numéro 2, pin sylvestre. Niveau d'endommagement, niveau 1. Dégâts modérés, perte d'aiguille 25%. Les critères considérés par ces enquêteurs forestiers sont la perte de feuilles ou d'aiguilles, ainsi que la coloration des feuilles ou des aiguilles. Si les aiguilles sont vertes, l'arbre est considéré comme sain. Si les aiguilles sont marron, l'arbre est malade. La fréquence des symptômes permet de choisir parmi 5 niveaux de dégâts, de sain à mort. Depuis le premier inventaire réalisé en 1983, les légers dégâts constatés sur les forêts d'épicéa n'ont pas beaucoup évolué. Maintenant, le grand public est régulièrement informé de l'état de santé du malade. Un rapport sur le taux d'endommagement des forêts est publié régulièrement. D'abord, les dégâts constatés augmentent jusqu'en 1985. Ensuite, on constate une baisse. Cette année, 21% des forêts d'épicéa doivent être considérées comme gravement endommagées. Une méthode utilisée aujourd'hui encore, mais est-ce vraiment la meilleure ? Un arbre doit pouvoir adapter son feuillage au changement climatique pour survivre. Il est donc utile sur le plan biologique que l'apparence de l'arbre change au cours des années. Si le climat est plus sec, il perd ses aiguilles ou ses feuilles. Comme ça, il transpire moins. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est malade, c'est simplement parce qu'il s'adapte. Par contre, si des aiguilles ne repoussent pas, c'est que l'arbre est réellement malade. La perte de feuilles ou d'aiguilles est donc un phénomène naturel. Mais qu'en est-il de l'influence des éléments polluants sur la couronne des arbres ? Le ministère fédéral de la Recherche avait demandé à des scientifiques de répondre à cette question. Eh bien justement, c'était très difficile à prouver. Bien sûr, près de la frontière tchécoslovaque, la pollution au soufre était telle qu'on a pu démontrer la corrélation entre pollution et éclaircissement de la couronne des arbres. Mais il était impossible de porter un jugement général sur les forêts de tout le pays. C'est toujours impossible aujourd'hui.
On en conclut donc qu'un arbre qui a une couronne peu fournie n'est pas forcément un arbre malade. Alors, quels critères utiliser? À l'époque du Waldsterben, on a pu observer que lorsque les arbres perdaient leurs aiguilles, ce n'était pas un phénomène durable. Quelques années plus tard, ils étaient à nouveau plus fournis. Vous savez, il est tout à fait normal que le feuillage d'un arbre soit plus ou moins fourni, c'est variable. C'est justement ce caractère variable qui rend tout cela très difficile à interpréter. En fait, on ne peut pas toujours dire avec certitude pourquoi un arbre perd ses feuilles ou ses aiguilles. On s'est très souvent trompé par le passé, et aujourd'hui encore les avis divergent. Dans la lutte contre le Waldsterben, la classe politique n'utilise pas seulement des méthodes scientifiques discutables. Elle n'hésite pas à faire du Waldsterben une priorité européenne pour l'amélioration de la qualité de l'air. Les Allemands proposent d'imposer l'essence sans plomb et les pots catalytiques. En France, on est très sceptique. On hésite devant les contraintes économiques que cela représenterait pour l'industrie automobile française. De toute façon, en France, on a la conscience relativement tranquille. Peu de centrales au charbon, donc peu de pollution de l'air. Après tout, l'électricité nucléaire a beaucoup d'avantages et en plus, elle ne rejette pas de fumée chargée de soufre dans l'atmosphère. Monsieur Kohl a parlé de ce problème à Monsieur Mitterrand pour justement inciter le gouvernement français d'essayer de trouver un compromis qui arrangeait les deux côtés. Donc c'était vraiment un problème écologique discuté au plus haut niveau, ce qui était, d'un certain point de vue, assez nouveau. Et enfin, l'amitié Kohl-Mitterrand fait avancer les choses. En 1985, les États membres de la communauté européenne se mettent d'accord pour harmoniser le niveau de pollution des véhicules automobiles, un compromis historique. 3 ans plus tard, tous les pays d'Europe roulent à l'essence sans plomb. Les pots catalytiques deviennent progressivement obligatoires sur toutes les voitures neuves. Tout d'un coup, à la fin des années 80, l'opinion publique allemande découvre le poteau rose. Le scénario catastrophe était largement exagéré. Si dégâts il y a, il reste limité à certaines régions. Les forêts allemandes se portent bien. En 1993, le ministère fédéral de la Recherche présente le bilan intermédiaire d'un programme de recherche étalé sur 10 ans. Si les experts nommés par le gouvernement insistent sur le fait que le taux de pollution de l'air doit continuer de baisser, les scientifiques font également un constat très clair. Aujourd'hui, la science ne redoute pas, même pour le futur, la disparition totale de régions boisées, comme l'implique le terme « mort des forêts ». Et comment cette bonne nouvelle a-t-elle été accueillie par l'opinion publique? Le message était clair, les forêts ne se meurent pas. Mais quand on passe la presse de l'époque en revue, on constate que sur 54 quotidiens nationaux et régionaux, seuls 4 ont fait des titres positifs. Les 50 autres journaux ont continué à parler du Waldsterben. Alors moi, même en tant que directeur de recherche au ministère, je n'ai pas pu faire grand-chose. Mon équipe étudie le phénomène, présente ses résultats, après les journalistes en font ce qu'ils veulent. Et en 1994, le magazine Stern joue une fois de plus sur la corde sensible pour vendre du papier. Voilà un des articles les plus caractéristiques de l'esprit de l'époque. Il a paru plus tard, en 1994, dans le Stern. Un dossier de 32 pages décrit dans le détail la lutte des arbres pour la survie. Nos photos le prouvent. Nos forêts sont à l'agonie. La lutte des arbres pour la survie. Et dire que tout ça n'était pas vrai. Il y a aussi cette photo, regardez ça. Si les arbres pouvaient crier. Une ambiance de mort, d'apocalypse. C'est comme si une bombe atomique venait d'exploser. Là encore, si les arbres pouvaient crier, en fait, il s'agit juste d'une nouvelle technologie de diagnostic de la maladie des arbres. On pouvait radiographier les arbres pour voir s'ils étaient malades ou non, c'est tout. C'est un peu comme si on montrait les radios d'un malade du cancer et si on disait « voilà comment meurent les êtres humains aujourd'hui ». Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'était vraiment n'importe quoi. Des titres exagérés, des graphiques peu sérieux et des gardes forestiers envoyés sur le terrain. Un ensemble d'éléments presque risibles. Cela aurait pu être comique si cela n'avait pas engendré une telle vague de peur. Et pour les scientifiques qui, à l'époque, ne hurlaient pas avec les loups, l'ambiance n'était pas amusante du tout.
Le professeur Spieker et plusieurs éminents collègues européens et américains ont publié en 1996 une nouvelle étude. Au nom de l'Institut européen de sylviculture en Finlande, les scientifiques tirent des conclusions décalées par rapport à l'avis général de l'époque. Les forêts d'Europe sont en pleine croissance. Notre rapport était très clair. Nous avons constaté que les forêts ont une croissance supérieure à la moyenne des années précédentes. Et si les arbres poussent plus vite, c'est parce qu'ils sont en bonne santé. Mais ça, personne n'a voulu l'entendre. C'était un contraste trop fort par rapport à l'avis général des scientifiques et de la population à l'époque. Et qu'en pense la presse? Tout le monde descend l'étude scientifique en flammes. En Allemagne, on la qualifie de superficielle et non fondée. Le célèbre journal Süddeutsche Zeitung qualifie les scientifiques de charlatans et prétentieux. Une association écologique est encore plus cruelle avec le professeur Spieker. Dans un communiqué de presse, elle insiste sur le fait que son étude est financée à moitié par le gouvernement finlandais. On y fait des allusions à sa vie privée, en soulignant qu'il est marié à une Finlandaise. Certains articles s'en prenaient directement à ma personne. C'est vrai que j'ai trouvé ça blessant, mais j'étais quand même assez sûr de moi. Notre travail scientifique était sérieux et fondé. En fait, j'avais plutôt de la peine pour ceux qui nous critiquaient ainsi. Par leurs critiques, ils se sont mis eux-mêmes hors jeu. Si ces gens-là relisaient aujourd'hui leurs articles de l'époque, je crois qu'ils s'en mordraient les doigts, qu'ils le regretteraient amèrement. Moi, je ne regrette rien. Et voilà où en sont les forêts aujourd'hui. Elles semblent être en assez bonne forme. Les statistiques allemandes le prouvent. Ces forêts que l'on croyait condamnées à une mort certaine augmentent chaque année leur superficie de 100 km². Et les médias semblent avoir totalement abandonné l'idée du Waldsterben. Mais alors, que devons-nous en conclure? Les forêts sont-elles réellement sauvées? Aurions-nous crié trop vite à la catastrophe? Ou avions-nous de réels motifs d'inquiétude? De nombreux scientifiques nous assurent que le changement climatique est pour demain. Et si le réchauffement du climat européen devient bientôt une réalité, les forêts européennes vont-elles pouvoir survivre? Pour trouver des éléments de réponse à ces questions, je me rends dans le canton des Grisons, dans le sud de la Suisse. Il y a là-bas ce qu'en allemand on appelle des vallées sèches. On peut y voir dès à présent quelles pourraient être demain les conséquences du réchauffement climatique. Le canton des Grisons marque la limite sud du pin sylvestre en Europe. Et effectivement, de nombreux pins sylvestres sont visiblement en mauvaise santé. Bonjour. Bonjour, Dr Regling. Bonjour. Je vous remercie de nous accueillir. Le docteur Andreas Regling est expert en sylviculture. Il dirige les services de recherche de dynamique forestière à l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. On voit bien que ces pins sylvestres ici sont morts. À côté, d'autres arbres sont déjà morts depuis 3 ou 4 ans. Celui-ci est très mal en point, mais celui-là est encore vivant. Et puis tout autour, on voit d'autres pins sylvestres qui sont en très bonne santé. On ne peut donc absolument pas dire que les forêts sont en train d'agoniser. Certains arbres sont malades ou morts, mais c'est tout à fait ponctuel. Mais il est vrai que la mortalité est supérieure à celle d'autres régions. Quelle est l'origine de ce phénomène? Au cours de la dernière décennie, nous avons eu 3 ou 4 années plutôt sèches. Les études que nous avons menées ici, dans le canton des Grisons, mais aussi dans le Valais, montrent que la sécheresse est un des facteurs déterminants. Mais il n'est pas le seul. Le manque d'eau fragilise les arbres, il les rend plus sensibles aux maladies, aux attaques des parasites, des champignons ou encore du gui. Les scientifiques s'accordent donc pour dire que le réchauffement climatique est en marche. Mais si les températures augmentent, cela est-il forcément synonyme de sécheresse? La question des précipitations est tout à fait différente. On constate que les quantités de précipitations ne changent pas beaucoup. Le climat n'est donc pas beaucoup plus sec qu'avant. Nous ne savons pas aujourd'hui si le climat va s'assécher. Mais une chose est sûre, si le climat devenait plus sec, cela aurait des répercussions importantes sur les arbres fragilisés. Si la sécheresse devait s'installer à plus long terme ici, ces pins sylvestres finiraient par disparaître de la région.
Cela signifierait-il la fin des forêts dans les Grisons? Ce que nous voyons ici, c'est l'évolution des forêts dans l'avenir. Certains des pins sylvestres sont déjà morts, d'autres sont encore en bonne santé. Ce qu'on voit ici, dans les sous-bois, ce ne sont que différentes autres essences qui sont en train de se développer. Nous avons ici différentes essences d'érable et de frêne. C'est la forêt de demain qui est en train de se constituer ici. Donc dans quelques années, on aura ici une forêt de feuillus. C'est exact. Dans d'autres endroits encore plus secs, ce sera le chêne pubescent qui remplacera les résineux. Ainsi, les résineux feront place à d'autres essences et la forêt va continuer à pousser ici. La nature finit toujours par s'adapter. Ici, les forêts s'adaptent au changement climatique. Mais qu'en est-il des forêts situées en altitude, plus haut dans les montagnes? Nous sommes dans la région de Davos, à 2400 mètres d'altitude. Le docteur Regling m'a recommandé de venir ici pour rendre visite à son collègue, le docteur Peter Beeby. En 1975, 100 000 arbres ont été plantés dans ces montagnes. Il s'agissait de savoir si on pouvait faire remonter la limite des arbres. On sait qu'en montagne, les forêts jouent un rôle important. Elles protègent des avalanches et des éboulements. Dans ce contexte, les scientifiques étudient l'influence du dioxyde de carbone sur la croissance des arbres. Pendant 20 ans, ils ont soumis des pins et des mélèzes à un taux élevé de CO2, un taux tel qu'on le prévoit pour l'an 2070. Vous voyez ici un pin et un mélèze qui ont été soumis à un taux de CO2 élevé. Ici, ce sont des pins et là des mélèzes. Le CO2, connu et redouté pour être le gaz à effet de serre, quels sont ses effets sur les arbres? Pour les arbres, le CO2 n'est pas du tout nuisible. On sait que les plantes ont besoin du gaz carbonique pour la photosynthèse. Le CO2 est un gaz vital pour les plantes, comme l'oxygène pour nous. Donc les arbres sont plutôt satisfaits. Mais la question est la suivante. En quelle quantité les arbres peuvent-ils absorber ce taux élevé de CO2? Et on constate que les réactions diffèrent selon les essences. Sur les pins sylvestres que nous voyons ici, nous n'avons pas constaté de croissance plus forte. Le CO2 a été absorbé par les aiguilles, transféré vers les racines et le sol. Par contre, le mélèze a eu un comportement différent. Sa croissance a été plus rapide. On peut dire que la présence de CO2 a permis au mélèze de pousser environ 20% plus vite. La forêt de montagne ne semble donc pas avoir de problème avec le CO2, bien au contraire. Mais les scientifiques veulent aussi savoir quelles sont les conséquences du réchauffement climatique. Pour cela, ils ont installé des fils chauffants sur les mélèzes et les pins sylvestres pour voir leur réaction. Malgré un réchauffement constant de 9,5 degrés, c'est-à-dire presque 50%, les mélèzes n'ont pratiquement pas réagi. Les pins, par contre, ont montré une croissance plus importante. Pour les arbres de montagne, le réchauffement climatique serait donc presque une bonne nouvelle. Cela permettrait de faire remonter la limite des arbres. Tout à fait. La limite des arbres va remonter progressivement. Les arbres auront également une croissance plus rapide. Bien sûr, tout cela va aller très lentement. Il ne faut pas croire que les arbres vont se mettre à courir vers les sommets. Mais en tout cas, une chose semble certaine. Les forêts vont être de plus en plus fournies ici et leur fonction protectrice va augmenter. Du fait du changement climatique, certaines essences s'installeront et se développeront dans des zones géographiques qui sont encore trop froides pour elles aujourd'hui. Et comment se présente la situation dans les zones plus chaudes de la Terre? Pour le constater, pas besoin de voyager jusqu'en Afrique. Il me suffit d'aller à Cologne. Plus précisément à la section africaine de l'Institut de recherche climatique de l'Université de Cologne. Depuis près de 30 ans, le docteur Stefan Kröpelin étudie l'histoire du climat saharien. Avec les membres de son équipe, il passe chaque année plusieurs mois dans le plus grand désert du monde. Quand nous avons commencé nos travaux, c'était au nord du Soudan. Nous étions confrontés à des zones totalement dénuées de végétation. À l'époque, c'était exceptionnel de trouver le moindre brin d'herbe. Quand on trouvait un peu de tissou, on n'en croyait pas nos yeux. Le tissou est une herbe argentée et brillante.
Et puis, quand nous sommes retournés dans cette zone en hiver 88-89, ça a été une énorme surprise. Il y avait du mil, des champs entiers de mil. Les plants faisaient facilement 2 à 3 mètres de haut. Les habitants de la région nous ont confirmé que les anciens n'avaient jamais vu une telle végétation. Ils ne faisaient pas moins de 2 ou 3 récoltes par an. Et au cours de nos voyages, on a constaté que le phénomène se reproduisait dans de nombreuses régions. Des régions que nous connaissions bien et qui étaient tout d'un coup recouvertes de végétation sur des kilomètres et des kilomètres. Les photos du docteur Kröpelin montrent bien à quel point la région de l'Oued Hawa a changé. Mais quelle est l'origine de ce phénomène? Si la végétation repousse dans le désert du Sahara, c'est sans aucun doute dû au réchauffement climatique. L'augmentation des températures génère des émissions de vapeur d'eau plus importantes au-dessus des océans. Les phénomènes de mousson sont renforcés et transportent l'humidité plus loin vers l'intérieur des terres, même vers les zones désertiques. Mais qu'en est-il des autres déserts du monde, le Namib au sud de l'Afrique ou le désert de Gobi en Asie centrale? Quels sont les effets sur le désert de Sonora en Amérique du Nord? Suite à nos travaux, nous pouvons dire que si la tendance du réchauffement climatique se confirme, si les précipitations continuent d'augmenter au-dessus des zones désertiques, on constatera une réduction de la surface de ces zones désertiques. Enfin, dans la mesure où le réchauffement climatique se confirme au siècle prochain. Mais le réchauffement climatique n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Et l'objet de ce documentaire n'est pas de remettre en question l'importance de la protection de l'environnement. Mais parfois l'humanité, croyant bien faire, mène des actions qui n'ont hélas pas les effets escomptés, bien au contraire. Le biodiesel, présenté comme le carburant de l'avenir, est censé protéger l'environnement, mais hélas, les conséquences sont désastreuses. Le palmier à huile est l'une des plantes utiles majeures de l'agriculture d'aujourd'hui. Parmi les produits que nous trouvons dans nos supermarchés, 1 sur 10 contient déjà de l'huile de palme. Et pour produire cette matière première si importante, d'immenses plantations couvrent des surfaces grandes comme des départements entiers. Et la mode des bioénergies a donné encore plus d'importance à ce secteur agricole, car pour produire du biodiesel, il faut de l'huile de palme, beaucoup d'huile de palme. Qu'à cela ne tienne, on n'hésite pas à sacrifier les forêts tropicales d'Indonésie, à détruire le biotope des orangs-outans ou d'autres espèces menacées. Et pour celui qui s'inquiète de la protection de l'environnement, le palmier à huile est un des dossiers les plus sérieux. Le brûlis pratiqué sur les forêts tropicales dégage des quantités énormes de CO2, près de 4% des gaz à effet de serre du monde entier sont imputables aux incendies de déforestation en Indonésie. Et encore un détail non négligeable. En Allemagne, le gazole doit contenir 4,4% de biodiesel, et ce depuis 2007. Finalement, elles existent quand même, ces forêts qui meurent un peu partout dans le monde. Et nous, les Européens, ne sommes pas innocents dans ce phénomène. Mais qu'en est-il vraiment des forêts européennes? Autre point préoccupant. Des statistiques récentes montrent qu'en Allemagne, la moyenne d'âge des arbres est de 70 ans. Nos forêts sont-elles vraiment suffisamment fortes pour faire face aux défis de l'avenir? Je considère que l'âge moyen de nos forêts est nettement trop élevé. Plus un arbre est vieux, plus il est sensible aux maladies, aux tempêtes. Un arbre plus âgé résiste moins bien aux attaques des champignons. Il a plus de mal à s'adapter aux extrêmes climatiques. Il faudrait donc rajeunir nos forêts. Mais l'âge des arbres n'est pas tout. Il faut également trouver le mélange optimal d'essences. Au cours des dernières décennies, les gestionnaires de forêts se sont distancés de la monoculture de l'épicéa. De plus en plus, les forêts sont des forêts mixtes.
Les forêts européennes ont été créées et cultivées par la main de l'homme. C'est donc à l'homme de bien réfléchir à la manière de rendre aux forêts leur dynamisme. Il s'agit de planter des essences adaptées au climat des différentes régions, des forêts qui soient à même de résister à des événements climatiques de plus en plus extrêmes. Je retourne sur les traces d'une catastrophe annoncée. Là où, dans les années 80, avaient été prises ces photos si alarmantes, dans les monts métallifères, à la frontière entre l'ancienne RDA et la Tchécoslovaquie. Cette photographie a été prise en 1983, depuis le sommet du Kahleberg. Aujourd'hui, au même endroit, les forêts poussent et verdissent à perte de vue. Le reboisement de cette région a commencé au milieu des années 80. Quand il était jeune homme, Sven Irgang a participé au reboisement. Aujourd'hui, il est garde forestier. Il nous explique qu'à l'époque, on a choisi des essences plus résistantes aux substances polluantes issues des centrales au charbon. L'épicéa bleu, ainsi que différentes essences de pin et de mélèze, sont maintenant omniprésents. Aujourd'hui, on tente également de réintroduire des essences traditionnelles telles que l'épicéa ou le sapin blanc. Mais justement, pour le sapin blanc, si sensible, ce n'est pas une mince affaire. En effet, les jeunes plants ont un ennemi naturel redoutable. Pour comprendre la forêt, il est également important de considérer ses différents habitants. Certains de ces habitants ne sont pas franchement les bienvenus dans les forêts modernes. Le cerf, par exemple, fait l'objet d'une chasse assidue en Allemagne. Seules quelques zones de repli lui sont réservées. Un spectacle rare dans les forêts d'Allemagne, le brame du cerf en rut. Mais le cerf dérange aussi ailleurs en Europe. Les agriculteurs refusent qu'il passe sur leurs terres et les propriétaires forestiers ne veulent pas de cet animal dans leur forêt. Le cerf élaphe est un ennemi des propriétaires forestiers et de toute la filière. Il apprécie trop l'écorce des arbres et cause d'importants dégâts aux jeunes plants. De nombreux arbres ne survivent pas à la gourmandise des cervidés. Cela entraîne une perte financière importante. 90% des forêts d'Allemagne sont exploitées pour leur bois. Elles constituent l'élément de base de toute une filière économique. Pour de nombreux forestiers, le cerf n'est rien d'autre qu'un quadrupède trop gourmand qui rogne l'écorce des arbres. Nous sommes sur le domaine Kleppelshagen, au nord de Berlin, à environ 30 km de la frontière polonaise. Ici, on essaie de trouver un équilibre entre les priorités de l'agriculture, de la sylviculture et de la protection des animaux. Sur ce domaine de 2000 hectares, les animaux peuvent se déplacer librement. Le baron Hilmar de Münchhausen nous explique comment il procède. Ici, nous avons réservé un espace où le gibier peut vivre et s'épanouir. Voici 2 spécimens mâles. Chacun d'eux essaie de savoir qui est le plus fort. Les prés sur lesquels les vaches du domaine vont brouter sont également accessibles aux animaux de la forêt. Mais si l'on veut que les cerfs aillent brouter plutôt que d'endommager l'écorce des arbres, il faut qu'ils se sentent parfaitement en sécurité. Le cerf a fini par devenir un animal diurne qui n'ose pas bouger tant qu'il fait jour. Il a peur des chasseurs. Cela veut dire que nous devons réduire les zones de chasse dans les forêts allemandes. Il faut réserver aux animaux sauvages des zones de retrait. Sur notre domaine, nous avons réservé une superficie de 300 hectares de prés. Par contre, la chasse continue dans les parcelles plantées de forêt. Donc les cerfs savent parfaitement que la forêt est un espace dangereux pour eux. Alors ils préfèrent rester à découvert dans les prés. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Les animaux, les chasseurs et les propriétaires de forêt.
Mais on dit que le cerf est le roi de la forêt. Et vous me dites que la forêt n'est pas son milieu naturel. Effectivement, c'est une légende. Le cerf est un animal qui, naturellement, préfère brouter dans les prés. Seulement, il est contraint de se cacher dans les forêts. Si la nature lui a donné des bois, ce n'est certainement pas pour qu'il évolue dans des forêts d'épicéas, où il s'accroche sans arrêt aux branches. Non, si le cerf a des bois, c'est parce qu'il est un animal de steppe qui vit en bande. S'il se réfugie dans nos forêts et grignote l'écorce des arbres, c'est parce que nous l'avons écarté de son milieu naturel. Les cerfs doivent bien se nourrir, alors ils prennent ce qui leur tombe sous la main. Même les écologistes donnent la priorité à la forêt. Dans ce cas, les protecteurs de l'environnement parlent d'une densité élevée de gibier. Bien entendu, sur le domaine de Kleppelshagen, les cerfs occasionnent aussi des dégâts sylvicoles, mais à un niveau acceptable pour les propriétaires. Regardez cet arbre, par exemple. On voit bien que le cerf se nourrit en priorité des jeunes pousses et des bourgeons. On voit aussi que la pointe de l'arbre a été endommagée et bien sûr, ça aura des conséquences sur sa croissance. Ceci dit, ces arbres plus petits ici font comme un rempart pour les arbres qui sont derrière. Vous voyez que certains, comme celui-là, ont bien poussé. Les spécimens de cette taille sont trop hauts pour que les cerfs puissent en manger la pointe. De toute façon, tous les arbres ne peuvent pas pousser. Regardez combien de dizaines d'arbres nous avons au mètre carré. Il faut bien qu'il y ait une sélection. C'est dans l'intérêt de la nature comme dans celui des propriétaires de forêt. Alors, tout va pour le mieux dans les forêts ? Il n'est même pas nécessaire d'intervenir. La nature règle tout à l'avantage de tous. Ici, en Bavière, ce miracle semble devenu réalité. Et ce miracle n'est pas toujours vert, plus de 5000 hectares de forêt complètement morts. Nous sommes dans le parc naturel de Bavière, un parc fréquemment cité en exemple pour la protection de la nature. Ici, depuis 1970, on laisse la forêt se réguler elle-même, sans intervention humaine. Et quand les arbres sont arrachés par la tempête, personne ne vient les enlever, ils restent sur place. Lorsque les étés sont chauds, les scolytes se multiplient et détruisent ces arbres petit à petit. Et comme personne ne vient combattre les parasites, ils peuvent se développer librement. La conséquence, une invasion de scolytes qui s'attaque également aux arbres en bonne santé. Sur ces terres où poussaient de magnifiques épicéas, nous ne voyons plus que des milliers de troncs d'arbres gris, sans vie. Mais bizarrement, certains spécialistes sont même satisfaits de ce désastre. Quand on étudie en détail le paysage que nous avons ici, nous voyons des sorbiers, des oiseleurs, mais aussi des jeunes épicéas. Et ici et là, des troncs d'arbres morts. Karl Friedrich Zinner, le directeur du parc national, nous fait la visite. Il veut me convaincre du fait que le scolyte n'est pas un problème pour la forêt naturelle. Pour notre spécialiste, le scolyte est même la clé de cet écosystème. Autrement dit, le scolyte est la base de la biodiversité, il aide même la forêt à se revitaliser. Je trouve ça tout à fait fascinant. On voit très bien ici, en forêt, quelle force peut déployer la nature pour lutter contre les éléments. Regardez ce tronc d'arbre. On voit bien quelle est la valeur du bois mort. Si l'arbre n'est plus en vie, il est toutefois une nourriture extrêmement importante pour de très nombreuses espèces. On voit aussi des bouts d'amadouvier, ce champignon qui transforme la lignine et participe donc à la décomposition du bois. La sciure produite par les mandibules des insectes est également un milieu favorable au développement de bactéries et d'algues. Entre les plus anciens anneaux de croissance, on reconnaît les champignons en blanc. Ces différents processus vont concourir à la production d'humus, un humus fertile, qui profitera aux jeunes arbres qui viendront se développer quand les graines d'épicéas seront portées ici par le vent. Le bois mort apporte des sels minéraux et de l'eau, car il stocke très bien l'eau de pluie.
damit eine hervorragende Grundlage für das neue Wachstum der Bäume. Les forêts ont donc suffisamment d'énergie pour se régénérer par elles-mêmes. Mais ce processus prend des dizaines d'années, des années pendant lesquelles la forêt présente un aspect peu amène. Alors, pourquoi ne pas laisser faire la nature? Cela nous permettrait peut-être de voir un jour de magnifiques forêts naturelles partout en Allemagne. Mais est-ce que ces forêts naturelles nous satisferaient? La réponse est simple. La filière bois a besoin de matières premières et une forêt naturelle n'est pas un bon fournisseur. Le Waldsterben n'est cependant pas une légende. En Asie du Sud-Est, la forêt tropicale disparaît parce que nous y plantons des palmiers à huile pour produire des biocarburants destinés à freiner le réchauffement climatique.